Cet avion devait incarner la supériorité de l'URSS. Il était rapide, puissant, soviétique. Mais il avait un problème. En 30 ans de service, un avion produit sur 5 s'est écrasé. Et c'était pas juste des accidents. Régulièrement, l'avion se cabrait brutalement en plein vol, grimpant de plusieurs centaines de mètres, sans que les pilotes n'aient touché aux commandes. Mais alors, il se passait quoi avec cet avion? Comment l'URSS a pu construire un avion pareil? Et pourquoi il est resté en service aussi longtemps? Voici l'histoire du Tupolev 104. Dans les années 50, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et la guerre froide commence. Les Américains et l'URSS s'affrontent sur tous les terrains, l'espace, les armes et l'aviation. À l'époque, les avions-ligne étaient encore propulsés par des moteurs à hélice. Et c'était un peu la course à qui réussira à mettre en service le premier avion de ligne avec des moteurs à réaction, qui sont en général plus rapides et ont un rayon d'action plus élevé. Côté occidental, les Américains travaillent sur le Boeing 707, un avion capable de transporter 150 à 180 passagers avec un rayon d'action d'environ 9000 km. C'est un projet ambitieux et les défis de conception sont énormes, les investissements massifs, et tout ça, ça prend du temps. Et les Européens, eux aussi, travaillent sur leur premier avion à réaction. Les Anglais produisent le Comet avec le constructeur de Havilland, pendant que les Français travaillent sur la Caravelle avec le constructeur Sudaviation. Et côté soviétique, on veut montrer que l'URSS peut dominer l'aviation civile. On veut aller vite, très vite. Et pour construire cet avion, ils vont faire appel à un constructeur dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Tupolev. Tupolev, ça a été fondé par le célèbre ingénieur Andrei Tupolev en 1922. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, son bureau se fait un nom en concevant certains des bombardiers les plus redoutés de l'armée rouge, comme par exemple le Tu-2. Après la guerre, ils vont continuer d'innover avec le Tu-16, un bombardier stratégique qui avait pour mission principale de transporter des bombes nucléaires vers des cibles d'Europe de l'Ouest. Bon, heureusement, ça s'est jamais concrétisé. Et cet avion, il va nous intéresser. Il est propulsé par des moteurs à réaction des Mikulin AM3, et petite anecdote, ces moteurs ont été développés avec l'assistance d'ingénieurs allemands qui avaient été faits prisonniers pendant la guerre. Et Tupolev se dit, et pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas le Tu-16 en avion de ligne? Ça peut paraître un peu fou, mais ça avait déjà été fait, et même plusieurs fois. L'Avro Lancaster était à l'origine un bombardier britannique qui a été adapté après-guerre en version civile. Il y avait aussi le légendaire DC-3, un avion civil lancé dans les années 30 qui a été largement militarisé pendant la guerre, puis reconverti en avion civil après 1945. Bref, tout ça pour dire qu'on peut bel et bien reconfigurer un avion militaire en avion civil. Le projet est donc approuvé par le gouvernement soviétique et Tupolev décide de partir sur une base de Tu-16. Il décide de garder les moteurs, d'élargir un peu le fuselage pour y installer 2 rangées de sièges, on y découpe des hublots, les ailes sont aussi réutilisées, et ça, on le verra plus tard, mais ça a été une grosse erreur. La dérive et la gouverne de profondeur sont, eux, retravaillées et réutilisées. Et en un clin d'œil, le Tupolev 104 est né. Il est capable de voler à environ 850 km/h et de transporter une centaine de passagers pour les dernières versions. Il décolle pour la première fois en 1955 et entre en service chez Aeroflot, la compagnie nationale, en 1956. Petite anecdote, ce sont des pilotes militaires expérimentés sur le Tu-16 qui sont mutés chez Aeroflot pour mener la formation des équipages et le début de l'exploitation de l'appareil. Ça tombe à pic pour Aeroflot, puisque dans les années 60, le transport aérien explose. Le Tu-104 vient remplacer des vieux avions à hélice comme le Ilyushin 14, et ça va drastiquement réduire les temps de vol sur les lignes intérieures. Le trafic aérien monte en flèche, il passe de 2,5 millions de passagers transportés en 1955 à 27 millions en 1962. Dans les années 60, Aeroflot est le plus grand transporteur aérien au monde. Ah oui, toutes mes sources sont en description si jamais vous voulez regarder. En tout cas, merci pour votre confiance et merci à tous ceux qui s'abonnent sur YouTube et sur Instagram. This is the tragic scene of the Comet disaster near Calcutta. Wreckage of the aircraft smashed almost beyond recognition. Et puis à l'époque, le Comet, de fabrication britannique, est le seul autre avion de ligne à réaction en service. Et le truc, c'est qu'il a des problèmes de pressurisation et doit être retiré du service. Le Tu-104 devient donc pendant 2 ans le seul avion de ligne à réaction opérationnel dans le monde. Et ça, la propagande soviétique, ils vont pas s'en priver.
Le dirigeant de l'URSS à l'époque, Nikita Khrouchtchev, utilise l'avion pour ses voyages officiels. Il se rend d'ailleurs à Londres en 1956 pour une visite. Il vient pas avec un avion, mais 3 Tupolev 104. Et je pense qu'ils étaient bien contents d'arriver à Londres à bord de jets flambant neufs, alors que le jet britannique était cloué au sol. Bon, je sais pas, c'est moi qui interprète, ça se trouve ils en avaient rien à faire, mais je pense qu'ils étaient bien contents. Le Tu-104 est envoyé sur plein de meetings aériens et le grand public découvre alors cet appareil. En 1957, il est venu en France au Salon international de l'aéronautique au Bourget. Il est même utilisé pour faire des vols paraboliques, ça permet de créer des conditions d'impesanteur pour de la recherche scientifique ou l'entraînement des cosmonautes. Aeroflot positionne l'avion sur des lignes régulières comme Berlin, Pékin ou Prague, et à chaque fois, le message est clair, l'URSS est en avance. Mais très vite, cet avion va montrer des signes de faiblesse. Un premier accident mortel se produit en août 1958, seulement 2 ans après sa mise en service, dans la région de Khabarovsk, à l'est du pays, faisant 64 victimes. Un deuxième se produit seulement 3 mois plus tard, en octobre 58, sur un vol reliant Pékin à Moscou, et cette fois-ci faisant 80 victimes. Et sur ce vol se trouvait une délégation chinoise et nord-coréenne. Et la liste des accidents va s'allonger encore et encore. Sur les 201 exemplaires produits, hors prototype, 37 se sont écrasés, soit un avion sur 5. Laissez-moi répéter cette phrase. Un avion produit sur 5 s'est écrasé. Tous ces accidents ont fait au total 1137 victimes. À la fin, il avait tellement mauvaise réputation qu'une chanson populaire lui a été consacrée. За 5 минут вас в могилу довезет. Alors, il se passait quoi avec ces avions? Là, devant moi, j'ai la liste de tous les accidents du Tu-104. Alors, il y a ceux dont je vous parlais tout à l'heure, en août 58 faisant 64 victimes et octobre 58 faisant 80 victimes. Et si on clique sur un accident, on voit un descriptif avec un narratif de ce qui s'est passé. Il y avait un type d'accident qui était assez récurrent, c'est la perte de contrôle en plein vol. Le nez de l'avion se levait sans avoir été commandé par les pilotes, la vitesse diminuait jusqu'à ne plus avoir assez de vitesse pour voler, puis l'avion décrochait avant de s'écraser au sol. Mais alors, comment c'est possible? Le truc, c'est qu'il est héritier d'un bombardier. On le voit en comparant la flèche de l'aile avec un autre avion de ligne, le Tu-104 a des ailes très en arrière. Et ça optimise pour la haute vitesse et pas vraiment pour la basse vitesse. L'autre problème, c'est qu'il était très sensible au centrage. Le centrage, c'est un peu comme sur un bateau, si tout le monde va trop en avant ou trop en arrière, ça se passe pas très bien. Attention, on prend la flotte, on coule. Et un avion, c'est pareil, il faut être équilibré. Et ça, combiné avec une faible autorité de la gouverne de profondeur, faisait que l'avion pouvait se retrouver dans des attitudes irrécupérables. Il y avait un autre type d'accident qui était aussi récurrent, c'était les sorties de piste. C'est tout simplement quand l'avion sort accidentellement de piste, en général à l'atterrissage. À cause des ailes à forte flèche, l'avion devait maintenir une haute vitesse pour l'atterrissage, bien plus rapide que les autres avions de ligne. Et pour freiner une fois sur la piste, là non plus, les Tu-104 c'était pas le meilleur. Contrairement aux autres avions de ligne qui pouvaient utiliser plusieurs moyens de freinage, le Tupolev 104 comptait seulement sur les freins du train principal et un parachute qui se déployait une fois au sol. C'est extrêmement rare d'avoir un parachute comme moyen de freinage pour des avions civils. Du coup, quand les pistes étaient contaminées avec de la pluie ou de la neige, ça freinait pas toujours très bien et l'avion pouvait sortir de piste. Mais la question que je me pose dans tout ça, c'est comment on peut continuer à faire voler pendant plus de 30 ans un avion qu'on sait défaillant? Alors il y a eu des tentatives d'amélioration comme agrandir le stabilisateur ou limiter l'altitude maximale de vol, mais ça n'a pas supprimé les problèmes. Et pourtant, il n'a jamais été officiellement cloué au sol. Et la réponse, je crois l'avoir trouvée dans un article de 88 du Washington Post. The Soviets reported Aeroflot crashes only when foreigners were among the victims or when numerous civilian witnesses were at the crash site. Il y avait une véritable culture du secret pour ne pas entacher l'image soviétique de supériorité technologique. The Soviets have treated information about crashes almost as state secrets.
Mais dans tout ça, il y a vraiment un accident qui va sceller le sort du Tupolev 104 et aussi décimer l'état-major soviétique. Lors d'un décollage de l'aéroport de Pouchkine, près de Saint-Pétersbourg, l'avion s'écrase après seulement 8 secondes de vol et à bord se trouvaient 50 militaires de haut rang, dont 16 amiraux et généraux de la marine soviétique, incluant le chef de la flotte du Pacifique lui-même. C'est une perte qui est tellement énorme que l'URSS, sur le moment, se demandait si elle n'était pas attaquée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont perdu 4 amiraux. Ça montre vraiment l'ampleur de la tragédie. Mais l'URSS n'avait pas été attaquée. L'histoire, vous la connaissez, c'était un problème de centrage. L'avion s'est cabré au-dessus de la normale juste après le décollage. Il a décroché et s'est écrasé. Ça a été le dernier accident du Tu-104. Après, il a été définitivement retiré du service. On aurait pu penser que cet avion pouvait battre l'Occident, et pendant un temps, c'est ce qu'il a fait. Mais derrière les photos officielles et les sourires de la propagande, c'était une vérité bien moins glorieuse.